question de pillage? Est-ce que les ressources naturelles africaines, d'autres qualifient justement, estiment que c'est une malchance pour le continent noir? Eh bien, ce qu'il faut également dire, c'est que d'après les études, l'Afrique est sans doute le continent le mieux nanti en richesse naturelle, d'une superficie d'environ 30,3 millions de kilomètres carrés si l'on intègre les espaces insulaires. Le continent couvre environ 6% de la surface du globe et 1/5 des terres émergées. L'Afrique possède à elle seule plus de 60 types de minerais différents, soit un tiers des réserves minérales mondiales, tous minerais confondus. Elle est dotée également, entre autres, de 80% de coltan, 60% de colbate ou encore 46% des réserves de diamants, pour ne citer que ceux-là. Mais le paradoxe est bien sûr latent. Comment comprendre que ce continent extrêmement riche en ressources minières soit le moins développé? Qui gère les ressources de l'Afrique? On en parle tout à l'heure. Eh bien, commençons par l'information économique avec cette actualité. Le Japon qui formera 300 000 personnes et qui compte investir 9 milliards de dollars dans les infrastructures. Selon l'agence Ecofin, le Premier ministre japonais annoncera donc un programme de formation de ressources humaines touchant plus de 300 000 personnes et des investissements de 9 milliards de dollars dans les infrastructures sur le continent africain. Poursuivons avec cette information, cette fois-ci du côté de la Guinée. La dette publique a baissé de plus de 180 millions de dollars entre le premier et le deuxième trimestre 2022. La dette publique guinéenne qui a donc baissé. L'annonce a été faite par le ministre guinéen de l'économie, des finances et du plan via un communiqué de presse publié sur son site internet mardi 23 août. Ce recul du taux d'endettement est le résultat de la gestion prudente de la dette qui privilégie le recours aux emprunts concessionnels en conformité avec les réformes des finances publiques, a expliqué donc le communiqué. Au Mozambique, le gouvernement annonce la réhabilitation de 5000 km de route d'ici à 2024, toujours selon Ecofin, avec un réseau routier peu dense. La connectivité de certaines régions du Mozambique, notamment au nord, se réduit encore plus du fait des catastrophes naturelles auxquelles le pays est fréquemment exposé. Ainsi, le gouvernement mozambicain a donc un projet de rénover environ 5000 km de route dans le centre et le nord du pays d'ici 2024. Direction l'Ouganda, le gouvernement réduira le tarif Internet de plus de 50% d'ici fin 2022. C'est donc une annonce du gouvernement ougandais. L'objectif visé par cette initiative est de promouvoir l'utilisation des services financiers numériques et d'accroître l'inclusion financière des groupes vulnérables. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme d'accélération numérique de l'Ouganda qui a pour but de combler les lacunes de l'infrastructure actuelle et accélérer la pénétration de l'Internet dans le pays. On va au Mali à présent. Le pays accélère son plan d'indépendance énergétique. Eh bien, le pays vient d'inaugurer des installations de 50 MW au niveau de Kati à travers la fourniture de générateurs par le groupe BDK de Youssouf Berata, un ancien cadre du groupe Hachi Riwafa, banque aujourd'hui en pole position dans le secteur de la finance, de l'immobilier et de l'énergie. Cette livraison de générateurs représente pour la société énergie du Mali
le début de l'exécution d'un plan d'indépendance énergétique qui vise à doter le pays de 180 MW d'ici la fin de l'année. Les générateurs en cours de livraison transitent par le port de Nouakchott en Mauritanie, voie logistique de contournement, bien sûr, des sanctions de la CEDEAO. On parle du Cameroun à présent. Dès 2023, l'inscription au registre des impôts devrait être exigée pour toute transaction économique. C'est donc dans une circulaire relative à la préparation du budget 2023, donc signée le 23 août dernier par le président de la République camerounaise Paul Biya, prescrit la généralisation de l'identifiant unique à toute transaction économique, ce qui veut dire que la prochaine loi de finances devrait conditionner toutes les transactions économiques à l'inscription au registre des impôts. Toujours au Cameroun, cette fois-ci, c'est le Brésil qui vient d'octroyer plus d'1 milliard de francs CFA sous forme de dons au Cameroun pour soutenir le projet d'amélioration du système national d'état civil pour une citoyenneté active. Une convention a été signée à cet effet jeudi 25 août 2022 du côté de Yaoundé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, l'ambassadrice du Brésil et le directeur général du bureau national de l'état civil. Notons que depuis 2006, le gouvernement camerounais a engagé la modernisation justement de l'état civil. Les activités menées à cet effet ont notamment permis d'améliorer le taux d'enregistrement des naissances et des enfants de moins de 5 ans. Direction la Zambie, l'exécutif sollicite l'appui de Dangote pour l'installation d'une usine de production d'engrais. Le gouvernement zambien veut donc profiter du savoir-faire industriel du groupe Dangote pour mettre sur pied une unité de production d'engrais. C'est ce qu'a indiqué Chipoka Mulenga, ministre zambien du Commerce et de l'Industrie le 20 août dernier, alors que le pays est l'une des principales locomotives du secteur agricole en Afrique australe, occupant notamment la seconde place de producteurs de maïs dans la région. Il reste encore très dépendant du marché international pour satisfaire ses besoins en engrais. Les États-Unis restituent au Nigeria 23 millions de dollars détournés par l'ex-président Sani Abacha. C'est ce qu'on nous dit. La justice américaine qui a donc saisi depuis 2014 500 millions de dollars détournés par l'ancien président nigérian. Ces fonds qui étaient placés dans plusieurs pays occidentaux, selon Washington, avaient transité dans un premier temps par le système financier américain. Eh bien, le département américain de la justice a donc annoncé dans un communiqué mardi 23 août la restitution au Nigeria de 23 millions de dollars détournés, entre guillemets, par l'ancien président Sani Abacha dans les années 1990, nous dit Washington. Et puis on va sortir par cette information. Les pays africains où le salaire mensuel moyen est le plus élevé. L'Afrique du Sud est donc le pays où le salaire mensuel moyen après impôt est le plus élevé en Afrique en 2022, selon un classement publié lundi 15 août par le magazine économique américain CEO World, avec un salaire mensuel moyen net de de plus de 1362 dollars. La nation arc-en-ciel est classée au 34e rang mondial dans ce classement qui compare le salaire mensuel médian dans 105 pays du monde. Et bien, rapidement, à l'échelle africaine, l'Afrique du Sud est donc talonnée par Maurice, 71e rang mondial avec un salaire moyen de plus de 483 dollars par mois. Le Kenya, 416 dollars. Le Maroc, 385 dollars. La Tunisie, 277 dollars. Viennent ensuite l'Algérie, 249 dollars. Le Ghana, 244 dollars. L'Égypte, 219 dollars. Et le Nigeria, 166 dollars. Au total, 9 pays africains figurent dans ce classement, donc, qui montre la rémunération mensuelle moyenne des salariés sur le continent africain. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'information économique. Tout de suite, donc, on va passer, cette fois-ci, c'est une nouvelle rubrique à la Minute du Sango.
bien, dorénavant, dans le cadre de cette édition, nous prendrons quelques minutes, du moins une minute, pour donner une information majeure autour du Sangokwan. Eh bien, ce soir, qu'est-ce qu'on dit? On va tout simplement rappeler que les ventes ont débuté le 25 juillet 2022. Elles se feront donc au cours de 13 cycles. Fin juillet dernier, 210 millions de coins Sango ont été mis sur le marché. Le prix Sango est donc de 0,10 $. Au terme, il évoluera jusqu'à 0,37 $. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Sango Coin facilite l'achat des terrains dans le pays. Il permet l'enregistrement en ligne des entreprises. Il donne une identité, une propriété numérique et c'est le meilleur accès aux ressources naturelles du pays selon les experts. À l'heure actuelle, donc, il resterait près de 194 214 950 pièces de monnaie Sango. Eh bien, pour investir, il faut simplement se rendre sur le site officiel de Sango, www.sango.org. Mesdames et messieurs, on va donc prendre une autre transition pour ouvrir le débat. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Rapidement, je présente mon panel, ceux-là qui sont avec moi ce soir. Le docteur Ndouma, vous êtes avec nous. Merci à vous d'être là. Bonsoir Madame Siké, merci de m'avoir invité. Merci. Bonsoir également à vos élus copanélistes que vous allez certainement présenter. Bonsoir surtout aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de partager ce débat avec nous. Et merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions, docteur Ndouma. Merci d'avoir pris la peine d'être là ce soir. Le docteur Yamtimba est aussi avec nous. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, Madame Siké. Merci de m'avoir invité. Très heureux d'être là. Merci une fois de plus également à vous. Paul est là, vous êtes à nos côtés également ce soir. Bonsoir. Je suis là, Madame Siké, comme tous les dimanches. Tout quand à vous me fait. convoquez, je me soumets volontiers. Surtout quand je sais que je vais retrouver des lanternes de la connaissance que sont Yamtimba et Ndouma Jean-René, qui sont deux grands frères à la source de la connaissance desquels je m'abreuve volontiers. Et je pense que ce soir encore, j'ai le privilège d'être avec eux et surtout avec vous, surtout avec votre beau chapeau. Ça m'inspire des choses pour la prochaine fois. Merci à vous pour les là. Eh bien, contrat minier en Afrique ou pillage en bande organisée, c'est notre thématique principale. Docteur Ndouma, je vais commencer par vous sur cette thématique. Hein. C'est une thématique qui fait, du moins c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On parle de contrat minier en Afrique. On a d'ailleurs quelques chiffres, hein, on le sait. L'Afrique aujourd'hui qui regorge d'énormes ressources naturelles, mais malheureusement qui est classé parmi le continent, du moins peut-être même est qualifié du continent le plus pauvre. Alors beaucoup estiment que les États africains gèrent très mal leurs accords miniers avec les investisseurs. Vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Alors, le continent africain n'est certainement pas le continent le plus pauvre. Oui. Parce que ça, c'est une propagande. posture, c'est une posture qui a parcouru l'opinion publique parce que les impérialistes l'ont voulu ainsi. Parce qu'ils ont défini des concepts économiques qui, d'après eux, un pays est riche quand il a un PIB de temps et quand il a une richesse transformée de temps. Donc, je pense que le continent africain est effectivement le continent le plus riche du monde, avec les données que vous avez d'ailleurs rappelées, hein, parce qu'un sous-sol extrêmement riche, on parle même de catastrophe naturelle. L'Afrique, la mère de l'humanité, a été bénite par ces minerais dont
l'énormité, dont l'immensité n'est même pas encore véritablement déterminée. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des contrats? Est-ce qu'il y a vraiment des contrats? Puisqu'on nous parle tout le temps de contrats mignons en Afrique. Oui, est-ce qu'il y a véritablement des contrats? Parce qu'il faut toujours rappeler d'où nous venons. La plupart de nos pays en Afrique ont été colonisés depuis des décennies. Et cette colonisation a laissé des marques qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui, ce qui justifie d'ailleurs le combat panafricaniste. Donc quand on parle de contrats, est-ce qu'il y a eu véritablement de contrats? Est-ce que ce ne sont pas des documents qui ont été, que les représentants du continent africain ont été obligés de parapher? Oui. Parce que nous savons comment ça s'est passé pour beaucoup de cas, et que d'une part, donc, il y a des documents qui sont préparés par les impérialistes, oui. Parce que ce sont eux les pilleurs. Vous avez choisi vraiment le thème qui sied, et ils préparent les documents qu'ils soumettent véritablement à la plupart de leurs laquais en Afrique pour qu'ils valident juste. Donc on pourrait parler de contrats d'adhésion préparés par les impérialistes. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps justement de changer cela? On parle quand même de plus de 60 années d'indépendance. Vous parlez de contrats coloniaux. Est-ce qu'entre-temps quand même, lorsqu'on regarde les enjeux et les intérêts, ces chefs d'État africains ne peuvent pas? On a vu en RDC l'ancien président Kabila, qui avait quand même décidé de résilier certains contrats miniers avec ses investisseurs. Mais le président Tshisekedi, qui est revenu à la tête du pays, a décidé de renouveler. Est-ce que ce n'est pas aussi la volonté des chefs d'État? Il y a les chefs d'État africains, ils ont une responsabilité, mais de mon point de vue, il faut considérer la macrostructure mondiale et la mafia qui s'y cache. Parce que vous savez certainement qu'en 2009, sur l'initiative onusienne, on a développé un document qui parle de la vision minière de l'Afrique. Vous parlez de cette carte qui a été... De cette carte à 1 milliard, etc. Donc, vous imaginez que l'ONU, dont nous connaissons le rôle véritablement de plus en plus aujourd'hui, qui est là pour défendre les intérêts des États-Unis et de ses alliés, à tout point de vue, décide de faire une carte minière pour l'Afrique, et va jusqu'à décliner une vision. C'est-à-dire que l'ONU, qui est une organisation, se substitue à 54 chefs d'État pour décliner une vision de tout un continent et déploie tous les moyens pour que chacun de ces chefs d'État accepte cette vision-là et puisse se plier à son application. Il est important de dire que l'ONU, c'est la macrostructure au sommet mondial, mais avec toutes les ramifications qui s'y est. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'Union africaine, qui en réalité porte cette vision et essaye de la diffuser au niveau des différents pays, l'Union africaine, pour ma part, c'est une ramification de l'ONU. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous déplorons le fait que l'Union africaine soit, on va dire, incapable, mais il s'agit encore une fois de plus de la volonté, incapable de s'autofinancer, de se laisser financer par l'Union européenne, qui elle-même est sous la botte de l'ONU, et qu'on pense que s'il y a des contrats pour exploiter nos sous-sols, ces contrats vont être élaborés en notre faveur. Donc, d'une part, il y a en face cette superpuissance-là, qui représente tous les impérialistes, et de l'autre côté, vous allez trouver pour chaque micro-pays africain un seul chef d'État, qui pour la plupart, c'est pas une injure, sont des laquais de l'Occident. Il y en a qui commencent à se distinguer, qui prennent du courage pour poser des actes panafricanistes pour le bien des peuples africains, mais davantage il y en a qui n'y arrivent pas. Donc ce n'est pas une excuse pour eux, mais il est bon de relever que c'est un combat très important. Pour le gagner, il faut véritablement que l'Afrique continue de se mettre ensemble et qu'une vision comme celle-là ne vienne pas de l'ONU, qu'une vision comme celle-là parte
carte des différents pays qu'on applique l'approche qu'on qualifie de bottom-up, c'est-à-dire que chaque pays est censé mieux connaître son sous-sol, est censé avoir les ressources qu'il faut. Si toutes ces ressources ne sont pas nationales, ce pays peut importer des ressources, même si elles sont humaines, pour renforcer les équipes et poser des diagnostics plus intéressants, dégager un SWOT et voir dans quelle mesure on peut orienter la vision au niveau national d'abord. Et maintenant, quand chaque pays au niveau de l'Afrique peut le faire pour sa zone géographique, en ce moment-là, on part de la base et c'est beaucoup plus concret parce que ça repose sur nos réalités, ça repose sur nos besoins concrets et chaque pays a ses spécificités par rapport à son économie. On peut donc maintenant faire en sorte qu'il y ait une vision conjuguée qui soit donc une vision minière africaine, mais qui vienne de chacun des chefs d'État. Et en ce moment-là, chaque chef d'État peut s'identifier à cette vision. Mais ce n'est pas seulement le chef d'État, puisque pour élaborer une vision comme celle-là, il y a des parties prenantes. Vous avez l'État, certainement. Vous avez le secteur privé. Vous avez la société civile. Il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, de plus en plus, quand on parle des minéraux, il faut prendre en compte les dégâts qui peuvent être causés par l'exploitation de ces minéraux. Donc, il faut prendre en compte les populations riveraines, prendre en compte les politiques de la RSE, la responsabilité sociale et sociétale, n'est-ce pas, de l'environnement, etc. Donc, il y a énormément de facteurs qu'il faut interroger ici. Et surtout, il faut intégrer la participation de nos juristes africains. C'est vrai qu'il faut des juristes qui sont spécialisés dans des questions d'analyse sectorielle. Par exemple, les minéraux, c'est un domaine assez complexe. Donc, il faut des avocats qui sont spécialisés dans des questions comme celle-là et qui sont associés à des rencontres, on va dire, win-win, n'est-ce pas, avec nos clients. Parce que la plupart des pays occidentaux sont supposés être les clients de l'Afrique par rapport à ces minéraux. Mais en réalité, au moment où on en parle, ils sont encore de gros pilleurs. Ils sont de gros pilleurs. Merci à vous, Dr Ndouma. Dr Yamb, on a suivi, on a écouté, entre autres, un certain responsable des États africains. Il en est ressorti que finalement, ce sont justement les grandes institutions, précisément le FMI et la Banque mondiale, qui décident de qui va exploiter vos ressources, les ressources minières des États africains. On essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça se décide ainsi? Est-ce à cause de l'ignorance, on va le dire comme ça, peut-être des chefs d'État africains, ou alors est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Il faut que les gens arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts. C'est pas en faisant ça que vous croyez qu'on ne va pas vous voir. On vous verra très bien. Non, on ne peut pas dire les choses comme ça. Quand bien même ce serait quelque chose de fact, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est observable, on ne peut pas le dire comme ça. On est quand même chef d'État, on ne peut pas se permettre, ou un haut responsable public, on ne peut pas se permettre de justifier avec tant de facilité et de désinvolture la souffrance de son peuple et le pillage auquel l'Afrique fait face, que l'Afrique subit. Mais quantifions un peu ce pillage. Ça permet peut-être de donner une échelle. Ça permet d'aider un peu. Parce que en 2021, l'Afrique, le monde entier a exporté 110 milliards de tonnes de matières premières. Tout ce qui est minier, 110 milliards de tonnes. Et il y en a eu 100 milliards qui ont été utilisés. Dans les 100 milliards, il y a 33 milliards qui ont été exportés d'Afrique. Donc l'Afrique a exporté 33 milliards de tonnes de matières premières. Si vous mettez le prix d'un kilogramme sur le prix d'un dollar sur 1 kilogramme de matières premières, vous savez comme moi que c'est pas vrai. Ça coûte un peu plus cher. Même s'il y en a d'autres sur lesquels on peut ergoter, mais ça dépasse en moyenne largement cela. Je rappelle à la plupart des gens qu'un diamant industriel, ça coûte 178 millions de dollars. 1 kilo d'un diamant industriel. Donc, vous avez le prix
Et donc, un diamant naturel là, c'est 178 millions de dollars le kilo. Donc, l'Afrique, en mettant $1, 1 kilo, on aurait eu 33 000 milliards de dollars. 33 000 milliards de dollars de revenus d'exportation, pas de PIB. Mais le FMI, la Banque mondiale et tous ceux qui dirigent l'Afrique ont quand même accepté que nous avons eu un PIB de 6 700 milliards de dollars. Ce qui est scandaleux. Mais c'est ça le pillage. Mais au fond, pourquoi est-ce que nous sommes pillés? Parce qu'après, la question c'est pourquoi on nous pille. Bien sûr. La Banque mondiale peut dire tout ce qu'elle dit, les dirigeants disent tout ce qu'ils disent, mais nous n'allons pas rentrer dans ce débat. Parce que ces débats, c'est eux qui l'ont créé. Ça veut dire que ce sont eux qui le contrôlent et ils ont leurs objectifs. Ce n'est pas nos objectifs, ça. Nos objectifs, c'est de dire, nous avons des ressources minières chez nous. Comment on fait pour que ces ressources minières nous soient utiles, nous servent, permettent qu'il y ait des routes, qu'il y ait des universités dignes de ce nom, que les gens vivent bien. Qu'ils vivent bien. Il y a deux choses qu'il faut faire, à mon avis. Premièrement, la première, c'est régler la question qui semble très lointaine, mais régler la question de la propriété de la terre en Afrique. Ça semble très lointain, mais ça ne l'est pas. C'est la base en réalité, parce que les ressources minières, c'est pas dans l'air. Bien sûr, c'est la terre. Mais pourquoi c'est une question, justement, puisque la terre du Congo appartient au Congo, la terre du Bénin appartient au Bénin. Oui, mais dans quelle mesure ça devient un problème? Bénin, c'est quoi? Congo, c'est quoi? Cameroun, c'est quoi? Illustrons par le code minier du Cameroun. Oui. Quand vous prenez le chapitre 3 de notre code, du code minier du Cameroun, oui, chapitre 3, et vous prenez l'article 5, je vais vous aider je vais vous le lire, parce que ça permet de bien comprendre de quoi nous parlons. Parce qu'en réalité, la situation dans laquelle nous sommes, elle est tellement grave qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Prenez chapitre 3, article 5. On dit, les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l'État qui exerce des droits souverains. Mais la question, c'est qu'est-ce que l'État? C'est quoi l'État? Sur le principe et de façon rapide, c'est nous. Le problème, c'est que quand vous dites c'est nous, ça laisse croire que vous, Madame Siquet, vous avez quelque chose à dire lorsque l'État décide de ces choses-là. Oui. Sauf que ce n'est pas le cas. Sauf que le Cameroun, en tant qu'État, au fond, n'a jamais été créé par les Camerounais. C'est le cas du Bénin. C'est le cas de la plupart des États africains. L'État du Cameroun n'a pas été créé par les Camerounais. L'État du Cameroun a été créé en mars 57 par les Français. Les Camerounais sont là en 2002. Ils croient qu'ils ont un État. Ils n'en ont pas. Ces types ne se sont jamais assis pour créer un État. C'est ça le problème de fond. Donc après, les gens vont vous ramener dans les débats sur les mines. Laissez ça. Les mines vont être gérées par l'État. Et puis ils vont écrire des beaux textes, codes miniers, etc. C'est l'État quel État exerce les droits? Vous n'avez pas créé un État, messieurs. Le seul État que vous avez au Cameroun, que vous parlez français ou anglais, c'est l'État créé en 57 par les Français. Donc vous n'avez pas d'État. Constitutionnellement, ce pays n'a pas d'État. Il n'existe pas. En tout cas, l'État des Camerounais n'existe pas. C'est l'État créé par les Français qui existe. Créé en 57. Quel est donc cet État? Et vous voyez maintenant d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'un État créé par les Français s'est arrogé le droit de gérer les ressources du sol et du sous-sol chez nous. Vous comprenez le problème maintenant? Donc laissez le FMI, ne les laissez pas vous embarquer dans leur faux débat. L'État créé par les Français s'est arrogé le droit de dire que là où il y a la maison de mon grand-père, s'il y a du pétrole en bas, ça lui appartient. Quoi? Mais c'est grave ça. Est-ce que, et là, Ndouma, vous, Madame Siquet, nos amis Tchonang, Garba, et puis on s'est assis, on a dit qu'on a créé un État. Du tout. De quoi parle-t-on alors? En fait, vous avez ce qu'on appelle des États en Afrique qui sont des choses éthérées, qui n'existent pas pour les Africains, puisque les Africains ne les ont pas créés. Comment est-ce que ces gens vont donc pouvoir avoir la main sur ce qu'ils n'ont pas créé et sur les conséquences que cela entraîne? En fait, nous n'avons pas
n'ayant pas d'État, et vous allez trouver la même chose, puisque au chapitre 8, on va dire que les contrats miniers sont signés dans l'intérêt de cet État. Mais je vais vous dire, cet État-là, qui est censé être nous, n'est pas nous. C'est en fait l'État de ce que Janvier Onana, l'ancien université de Marois, appelle les indigènes évolués. Sauf que ces indigènes évolués, ce sont les types qui se partagent nos ressources avec les colons ou avec les impérialistes. Ce sont ces gens-là. Parce qu'en réalité, la question de la terre n'a jamais été posée. Puisque ça allait de soi que la terre appartient à l'État. Sauf que j'opine, mon opinion, c'est que la terre n'appartient pas à quelque chose qui existe depuis 62 ans, ou dans le cas du Cameroun, depuis 65 ans, 67 ans. Vous pensez que la question de la terre, c'est la question fondamentale. Parce que quand vous allez revoir dans le même code minier, on vous dit que les contrats sont signés entre l'État et les investisseurs. Donc, je suis dans mon village, assis sur ma chaise longue dans mon village, en train de boire un peu de matango. Un type débarque, il dit qu'il a signé avec l'État du Cameroun parce qu'il y a du gaz sous mes pieds et ça lui appartient. Je dois me lever et partir. Et on crée une histoire assez bizarre qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Donc on prend mes ressources à moi, mes capacités économiques, puisque la terre, c'est ça la base de l'économie. On prend ça, on transfère à un type que je ne connais pas, et moi on me demande de partir. Vous croyez que la colonisation est différente? C'est ça qu'on appelle la colonisation. C'est ça la colonisation. C'est ça qu'on appelle la colonisation, madame. Et donc, il faut régler prioritairement la question de la terre. Elle appartient à qui? Parce que si elle appartient aux États historiques, qu'on appelle avec mépris, les tribus, les ethnies, tout ça là, et nos langues vont même ajouter ces gens qui parlent des patois. Si la terre nous appartient, puisque nous sommes là depuis des millénaires, pour entrer ici, quand on vous recrute ici comme comptable, Madame Siké, on demande de l'expérience professionnelle. Bien sûr. Donc, quand il s'agit de nos terres, on ne demande plus l'expérience de la gestion de nos terres. Là, à ce moment, l'expérience professionnelle n'a plus d'intérêt. Nous gérons ces terres depuis des millénaires. Donc, mieux que tout le monde, nous savons ce que c'est et nous en avons la meilleure maîtrise. Ce n'est pas une institution qui a 67 ans qui connaît, qui en sait mieux que nous. Et donc, quand on réglera cette question constitutionnellement, lorsqu'on aura créé un État, c'est-à-dire que nous nous asseyons, nous créons un État. Parce que ça peut pas. C'est grave ce que je dis. Hein. On n'a pas d'État. Les Français ont créé une affaire qu'ils appellent l'État du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais créé un État. Les Camerounais n'ont jamais créé un État. Donc, il faut que les Camerounais s'asseyent, créent leur État. Dès que nous avons créé notre État, l'un des éléments fondamentaux, ça va être la propriété de la terre et celle des États historiques. Et à ce moment-là, quand il faut signer les contrats miniers, c'est un contrat tripartite. Puisqu'il faudra, ça va être les investisseurs, l'État, puisqu'il faut bien qu'il justifie le transfert du monopole de la violence légitime, et les États historiques. Parce que dans le même code minier, vous avez quand même des gens qui ont écrit cette affaire alors qu'il n'est fait mention nulle part dans le code minier de ces populations-là, de ces États historiques. Il n'est fait mention de ces gens-là nulle part. Il n'est dit nulle part qu'ils reçoivent que ce soit, ils ne sont même pas partie prenante. Et dans le même code minier, ils écrivent quand même que si jamais quelques individus passent par là, toute personne physique ou morale passe par là, et se rend compte, par exemple, dans le cas en l'occurrence, qu'il y a par exemple pollution, ou par exemple une radioactivité nouvelle née de l'exploitation des matières premières, il faut aller le signaler rapidement aux autorités. Mais vous avez fait votre affaire, vous avez négocié avec des types que moi je ne connais pas, vous m'avez même chassé de chez moi, et vous me rappelez après pour jouer, pour surveiller. Imaginez qu'on avait un contrat tripartite dans lequel les populations, les États historiques avaient au moins 20% d'office, c'est des actions gratuites, puisque dans le code minier, là, on dit que l'État, on va lui donner 10% d'actions gratuites. Donc, nous, on a 20% d'actions gratuites au moins. Mais à ce moment, nous assurons la surveillance. Mieux que tout le monde, puisque c'est nos terres, ce sont nos terres, c'est notre village. On va donc mieux surveiller que tout le monde. Et puis, enfin, écoutez, on va développer plus rapidement le pays. Prenez le cas des mines de fer de Kribi. D'abord, c'est mal monté, parce que si on avait bien monté, on aurait eu un bonus de signature de 1200 milliards de francs CFA. Imaginez que les gens qui sont là-bas avaient reçu 20 ou 30% de ces 1200 milliards.
Ils construiraient toutes les écoles qu'ils veulent, toutes les universités qu'ils veulent. Ils feraient même leurs routes, ils construiraient leurs hôtels, ils construiraient une maison pour tout le monde sans rien demander à l'État, puisque de toute façon, ils auraient eu des centaines de milliards, centaines de milliards. Et donc, vous voyez que le développement de nos pays doit être repensé. Et pour le repenser, il faut une certaine vision, il faut une certaine compréhension de ce que c'est que notre liberté. C'est parce que les gens sont là, assis, en donnant le sentiment que nous sommes un État, alors qu'on n'a jamais, les Camerounais ne se sont jamais assis pour fonder un État. C'est les Français qui ont créé par décret l'État du Cameroun en 1957. La conséquence, c'est qu'on n'a même pas pris la peine de savoir un État c'est quoi. Un État, la première chose, c'est d'abord le territoire. Mais ce territoire va appartenir à qui? Donc, les débats du FMI, de la Banque mondiale, c'est leur problème. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est... Nous avons des ressources minières, on les gère comment? Et je vous ai donné le premier élément. On va venir, le deuxième, je vais le sortir plus tard. Merci à vous, Dr Yamtimba. Paul est là. Alors, finalement, lorsqu'on écoute les copanélistes, on a l'impression que déjà le problème, c'est dès la base. Comment est-ce qu'on structure justement nos lois? D'où la conséquence justement sur ces différents contrats miniers. Dr Yamtimba a mis en exergue la question de la terre. Pour vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui justement cet état de choses, cette situation, ce dysfonctionnement, ce contraste entre les contrats miniers, continent assez riche et bien sûr l'extrême pauvreté justement qu'on vit dans ce continent? Alors, dans mes salutations de départ, je vous ai dit que j'allais m'abreuver à la source de la connaissance de ces deux lumières. Et donc, ce qu'ils viennent de dire, et c'est pas pour leur passer la pommade, ce qu'ils viennent de dire tombe plus que sous le sens. Je veux dire, j'ai envie de dire, c'est d'une évidence qu'il faut rappeler, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour ça qu'on est là. Sinon, on se contenterait de rester chez nous avec nos connaissances. Donc, ce qui vient d'être dit pose une question fondamentale. Et je suis très heureux que ça se soit amorcé dans ce sens, parce que c'est exactement le sens dans lequel je comptais entamer mon propos sur ce sujet-là. À savoir que la vraie question, Madame Siké, pour l'Afrique et pour le sujet que vous posez sur la table aujourd'hui, à savoir si on pouvait réellement parler de contrats miniers en Afrique ou de pillage en bande organisée. Alors, la vraie question qui se pose, c'est la question de souveraineté. Aussi simple que ça. Quand vous regardez le parcours de ce qui est présenté aujourd'hui comme les États africains, vous vous rendez compte, pour ne prendre que ce curseur historique-là, que déjà en 1865, en 1685, autant pour moi, il y a eu ce que un certain Louis XIV a appelé le Code noir. Et à l'intérieur duquel il était fait état de ce que les Noirs étaient en fait des biens meubles. Ça veut dire que vous n'avez rien à décider, y compris de ce qui est supposé vous appartenir, y compris de vous-même. Et on sait ce que c'était l'esclavage, le commerce triangulaire et tout ce que ça a entraîné. Il s'agissait de piller, il s'agissait de spolier, il s'agissait de déposséder jusqu'au dernier bien ceux qui étaient en fait considérés par des théoriciens fous comme étant des personnes sans âme et donc qui faisaient état de biens meubles et qui n'avaient donc pas besoin de jouir de quelque bien que ce soit. Alors, les choses ont évolué au bout d'un certain temps quand l'esclavage a suffisamment produit de ressources après que l'Europe décimée par la guerre des 100 ans et la peste noire se soit remise grâce aux fruits de l'esclavage de cette agonie, parce que l'Europe du 15e siècle, avant les expéditions esclavagistes, avaient quasiment disparu de la planète, étaient effacées carrément de la planète, de la carte mondiale. Et quand cette Europe-là, prédatrice par le canal de l'esclavage, s'est donc remise économiquement de son agonie économique depuis le 15e siècle, on nous a parlé à partir du 18e siècle du siècle de la Renaissance, parce que justement laquelle Renaissance était conséquente
à l'effort industriel et à la révolution industrielle qui tirait sa source justement des ressources issues de l'esclavage. Alors, c'est très important hein, le déroulé historique là, parce que vous allez bien voir où je vais en venir. Quand maintenant on est dans les révolutions industrielles, qu'on a mis dans cette nouvelle santé économique de l'Europe et de l'Occident, parce que l'Amérique était déjà entrée dans le jeu de l'esclavage, quand ils ont donc pu tirer ces ressources-là et donc s'industrialiser, la main-d'œuvre devenait coûteuse et inutile. Oui. D'accord? Et ils ont donc repensé une nouvelle formule. Maintenant qu'on les a suffisamment pillés, maintenant qu'on les a esclavagisés, qu'on les a déportés par centaines de millions par des négriers pour venir travailler la terre et donc créer une dynamique économique de nos économies qui était mourante, on a pu s'industrialiser et on a donc pu avoir l'avènement des machines. Tout à fait. Du coup, la main-d'œuvre abondante n'était plus très utile. Il fallait pas penser à un nouveau système de prédation qui s'adapte à la nouvelle réalité économique de ces pays impérialistes. Ouais. Ça a été quoi? La colonisation. Et la colonisation, c'était quoi? C'était qu'avant, on transportait la main-d'œuvre humaine, gratuite, pour venir travailler dans nos champs. Mais maintenant, c'est déjà industrialisé. Mais on a toujours besoin de leurs ressources. Parce que qui dit industrie, dit ressources du sol et du sous-sol, dit matières premières. Mais ces matières premières sont où? 60% de toutes les matières premières de la planète se trouvent en Afrique. Tout à fait. Donc, l'idée d'un continent pauvre et misérable, c'est une bêtise et c'est tout simplement une arrogance mal placée d'un Occident qui en réalité vit au crochet de l'Afrique depuis toujours. Quand vous avez donc cette réalité, on se trouve donc dans une posture où on passe de l'esclavage à la colonisation. Oui. Il faut désormais nourrir les industries que l'esclavage nous a permis, de créer, mais les nourrir comment? Par les matières premières. Ces matières premières se trouvent où? Essentiellement en Afrique. La colonisation intervient donc dans la mesure où on va maintenant sur place. On n'importe plus seulement la main-d'œuvre, on va sur place et on procède à des colonies, une colonisation d'exploitation, pas de peuplement. D'exploitation. L'objectif de la colonisation en Afrique, c'était l'exploitation économique. Je vous rappelle un extrait du discours de Jules Ferry au 19e siècle, la fin du 19e siècle, à l'Assemblée, au Parlement français, avant que la conférence de Berlin avec la colonisation, qui a donc donné naissance à la colonisation, ne soit effective. Il dit ceci, parce qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui étaient contre la colonisation, ceux qui étaient pour. Après l'esclavage, il fallait décider de ce que les pays européens allaient engager comme action pour maintenir leur niveau de vie. Alors, lui, Jules Ferry, qui est un laudateur devant l'Éternel de la colonisation, et qui explique, on peut le retrouver sur Internet, et qui explique à l'Assemblée pourquoi il est important de coloniser l'Afrique. Il dit, nous avons besoin de débouchés pour nos économies. Tout à fait. Dans le texte aussi clair que ça. Nous avons besoin de débouchés. Et tous ceux qui vont s'engager dans la colonisation, ce sera ça, le canal de pensée. Donc, quand ils viennent en Afrique, c'est pour continuer de piller et pour mettre à disposition les matières premières pour leurs industries. Mais à ce moment, quand ils viennent en Afrique, il n'est pas question de faire profiter de quoi que ce soit des pays africains, même une fois qu'ils ont été découpés par tel un gâteau par la conférence de Berlin. Ils sont sur place, ils colonisent, tout ce qui est en Afrique leur appartient. Je vous rappelle d'ailleurs que le roi de Léopold II de Belgique à l'époque, lui c'était juste plus officiel et plus brutal, mais c'était exactement le même principe de tous les pays colonisateurs. Il avait déclaré le Congo, la RDC actuelle, comme étant sa propriété privée. C'est un fait, c'est acté. Mais il avait dit, il était peut-être moins subtil, mais c'était la même réalité dans tous les pays africains. Alors, je suis précisément en train de reprendre à votre question, pour vous dire que quand on arrive maintenant à ce qu'on a dit, la fin des colonisations, Yam Timba parlait tout à l'heure de l'État du Cameroun qui a été créé en 1957 par des Français. Quand vous prenez le franc CFA qui a été créé en 1945, c'est Pelven, Sostel et De Gaulle. C'est trois Français qui décident de l'avenir d'une dizaine de pays. Et donc aujourd'hui de plus de 200 millions de personnes par rapport à une monnaie. Mais c'est dans la même logique que l'État camerounais a été créé, l'État béninois, l'État congolais et ainsi de suite. On est dans une phase de colonisation où ils se rendent compte que
ça devient beaucoup trop criard avec justement la situation de guerre froide qui prévaut, de continuer la colonisation en l'état tel qu'ils l'ont commencé depuis 1884. Il faut donc trouver une nouvelle forme. Cette nouvelle forme-là, c'est quoi? On a appelé ça des indépendances. Les pseudo-indépendances qu'on a vu se dérouler en vague à partir de la fin des années 50 et début des années 60. Mais il ne s'agissait pas d'indépendance. Il s'agissait d'un transfert de compétences, comme l'a dit, si bien dit une fois Alpha Blondy dans l'une de ses sorties médiatiques que j'ai beaucoup apprécié. C'est un transfert de compétences parce que c'est la même colonisation qui continue, mais on vous dit, comme nous sommes blancs là, nous sommes les colonisateurs et que c'est trop visible, on va mettre maintenant des noirs qui sont noirs de peau, mais qui en réalité fonctionnent d'un point de vue psychologique et mental aux ordres de nous les colonisateurs. Et on se retrouve donc dans des pseudo-indépendances où on a des États factices, tout simplement parce que ces États ont été pensés, organisés pour continuer de servir les intérêts des prédateurs impérialistes occidentaux. Donc, à la question de savoir si on a des contrats miniers effectifs ou s'il s'agit de pillage en bandes organisées, la vraie question est, après le déroulé que je viens de faire, est-ce que nous sommes souverains? Parce que si vous avez des biens et que je veux savoir si vous avez la même mise sur vos biens et si vous les exploitez pour en tirer profit, pour vous-même d'abord, mais il faudrait déjà savoir si vous avez la même mise sur ces biens-là. Les pays africains n'ont pas la même mise sur leurs ressources du sol et du sous-sol. Parce que ceux qui nous servent de dirigeants sont pour l'essentiel, en dehors, comme l'a dit mon frère Jean-René Ndouma, en dehors de quelques-uns qui commencent à avoir des velléités de souveraineté, l'essentiel de nos dirigeants sont malheureusement à la solde des puissances occidentales pour justement faire un pillage en bandes organisées des ressources qui sont supposées être bénéfiques aux peuples africains, mais ne le sont pas. Merci à vous, Paulela. C'est vrai que lorsqu'on revient sur qui a fondé le Cameroun, qui a créé le Bénin et tout, vraiment ça remet en question l'histoire qu'on nous enseigne à l'école primaire. C'est une question peut-être qu'il faudra peut-être étudier dans les prochaines éditions. On s'interroge sur ce qu'on nous apprend à l'école. Alors, docteur Ndouma, je poursuis avec vous. Tout à l'heure, justement, on le disait, les chefs d'État africains n'ont pas le choix. Et on sait justement, par exemple, qu'en échange de financement pour certaines infrastructures, un certain nombre de pays ont accepté justement de payer leurs dettes sous forme entre autres de barils de pétrole ou encore de minerais stratégiques. Alors, comment est-ce que vous appréciez ce type d'accord? Est-ce que ce n'est pas un accord? Est-ce que ce n'est pas bénéfique? Est-ce que ce n'est pas une autre forme d'accord? Comment est-ce que vous appréciez cela? Il y a beaucoup de pays africains qui le font. Alors vous avez évoqué l'histoire, je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Allez-y, nous sommes de l'avis qu'il faut repenser profondément le système éducatif en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a enseignés et que nous avons enseignés à d'autres, etc. Et ces mensonges se perpétuent, donc il faut, dans le cadre du combat que nous menons, repenser profondément le système éducatif. Encore que ce n'est pas vraiment notre histoire qu'on nous enseigne à l'école. Tout à fait. Donc, on nous enseigne les histoires des autres, la nôtre, on l'occulte, etc. Donc, lorsque je l'ai dit, je pense que les richesses dont regorge l'Afrique doivent être considérées comme une force vis-à-vis des autres continents, comme une force. Je suis gêné parce que non seulement nous n'arrivons pas à les exploiter, mais on a l'impression que ce sont les impérialistes qui, à travers ces ressources-là, dictent ce que nous devons faire. Et c'est là un peu la gêne. Pourtant, nous pensons que le monde évolue. Et dans cette évolution, et quand on a la lecture des événements sur les 20 dernières années, par exemple, on se rend bien compte que le colon n'a plus les facilités qu'il avait avant de pouvoir nuire à nos chefs d'État.
c'est vrai que très récemment encore, on a perdu le président tchadien qui a été assassiné. Mais nous pensons qu'avec de plus en plus l'avènement et l'implication de Wagner, parce que quand on dit Wagner, il y en a qui sursautent là où ils sont en train de nous écouter. Donc nous appelons officiellement la Russie et Wagner de venir nous assister dans cette dynamique de pouvoir retrouver notre souveraineté, parce que mes copanélistes l'ont suffisamment évoqué. Donc, lorsque nous allons retrouver cette souveraineté, nous aurons les coudées franches pour pouvoir nous servir de ces ressources-là pour le bien de nos citoyens, pour le bien de nos peuples africains, avec ceci de particulier que les Africains sont un peuple qui partagent, un peuple solidaire, mais on ne peut pas être assis sur de telles richesses et être les plus pauvres. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la capacité, parce que c'est également ce qui est dit, hein, ce sont encore d'autres arguments qui sont avancés. L'Afrique n'a peut-être pas la capacité d'exploiter ses propres ressources. On prend le cas par exemple du pétrole, entre autres, dans un pays comme le Cameroun, je pense bien le pétrole, exploiter, raffiner quand même ailleurs, ces pays-là justement qui ont plus de raffineries, alors qu'eux-mêmes ne produisent pas ce type de ressources, mais ils sont puisés, ces ressources sont puisées justement en Afrique. Alors, si je prends le cas du Cameroun, ça ne peut pas être une question de capacité, ne serait-ce que de capacité humaine et même financière. Est-ce que ça pourrait être une question de capacité infrastructurelle? Moi, je dis non. Parce qu'on peut bien importer ces infrastructures-là et les mettre en place. Voilà. Donc, mais vous savez que dès qu'on dit pétrole, c'est l'OPEP. L'OPEP, c'est une autre institution miniaturisée qui n'est pas très différente de l'ONU et qui défend les intérêts, qui dit qui produit quelle quantité, sous quelle forme et qui va vendre à qui. Voyez donc, et à la tête de l'OPEP, vous avez les États-Unis et tous les autres grands producteurs de pétrole au monde, entre guillemets. Donc, lorsque je l'ai dit, quand on prend un pays comme le Niger, avec l'uranium, 4e producteur d'uranium au monde, le Niger est parmi... Alors, dans le budget, c'est environ 5%, hein, le financement du budget au Niger par l'uranium, c'est 5% environ, vous imaginez. Et le Niger est aussi classé par eux parmi les pays les plus pauvres. Donc, vous voyez des aberrations, les contradictions de ce genre-là qui sont extravagantes et qui sont à la limite révoltantes. Est-ce que les questions de capacité, ce sont des questions qui sont évoquées par eux pour nous distraire en réalité? Parce que lorsque j'ai fait allusion à la vision minière africaine, je suis quelques leaders africains dire que maintenant il faut passer de l'extraction à l'exploitation pour que ça s'enrichisse. Mais à la limite, on s'en moque parce qu'on n'arrive même pas d'abord à extraire nous. Et nous pensons que nous allons exploiter, c'est-à-dire transformer. Nous allons transformer alors qu'on n'arrive même pas à extraire. Donc, il est vraiment question d'abord de dire nous ne sommes pas obligés de brader. C'est-à-dire en termes de rapport de force, dire à ces gens vraiment vos contrats, vous pouvez rester avec vos contrats. Nous ne sommes pas obligés de vendre. Vous imaginez si le Niger refuse de vendre l'uranium à la France. D'ailleurs, j'ai suivi une compatriote africaine qui vit en France qui a dit que la plus grande centrale nucléaire en France est en stand-by. Elle va pratiquement fermer à cause de tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui. Donc vous imaginez, nous avons des ressources minières dont ces pays ont besoin dans l'électronique, dans la grande technologie, pour aller dans l'espace, etc. Il suffit de dire, bon, nous allons d'abord stopper ça même pendant 6 mois. Vous imaginez tout ce que ça peut créer comme mouvement avec l'appui de certains partenaires, comme la Russie,
comme l'Inde, comme la Chine même, qui est là, qui a l'affût, comme l'Iran, etc. Donc, il faut que nos chefs d'État, pour ceux qui n'ont pas encore compris que le monde a changé et que, en termes de rapport de force, l'Afrique aujourd'hui est de plus en plus dans une position où l'Afrique doit donner sa position, clairement. Et en le faisant, nous allons essayer de modifier les rapports de force et on pourra donc aborder des questions de fond, comme Dr Yam l'a dit, les questions de terre, la souveraineté, etc. Donc, parce que cette lutte-là, c'est pour devenir souverain. Bien sûr. Donc, les capacités dont nous parlons, est-ce qu'il est possible de développer de véritables capacités financières avec le franc CFA? Est-ce que la réponse est non. Vous imaginez, Madame Sik, que la Russie, une grande puissance mondiale, venait de voir au niveau des BRICS dans quelle mesure il faut mettre en place une monnaie de réserve internationale qui va faire le contrepoids du dollar. Je parle de la Russie et des BRICS. Donc la question de la monnaie est une question vitale. Nous parlons là et nous sommes tous dans un espace où il y a, je crois, 30 monnaies, le franc CFA y compris. L'Afrique ne peut pas véritablement exploiter ses ressources minières et naturelles avec une panoplie de monnaies qui ne sont même pas pour la plupart, qui ne font pas partie du panier des devises que eux ils définissent, qu'ils considèrent comme monnaie. Donc la Russie aujourd'hui est en train de vouloir créer sa bourse des métaux précieux. Un pays comme la Russie, c'est maintenant que la Russie décide de le faire. Parce que la Russie également a compris. Que tout le temps, elle a joué le jeu des États-Unis et qu'il est temps d'arrêter tout ça. Donc, ces questions-là devraient inspirer l'Afrique et les dirigeants africains pour dire, mais il est temps que l'Afrique se positionne véritablement parce que nous avons des alliés qui peuvent nous aider à pouvoir récupérer notre souveraineté, même à 80%. Merci une fois de plus à vous, Dr Thomas. Dr Yam Timba, on poursuit. On élargit peut-être justement en parlant de ressources naturelles. Alors, on sait également qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a, c'est vrai que l'Afrique regorge une grande partie, mais on sait qu'il y a également des ressources ailleurs. On prend le cas par exemple des hydrocarbures, on les retrouve du côté du Moyen-Orient, on prend le pétrole en Amérique latine, les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Chine, la Russie ont également de grandes réserves. D'ailleurs, avec la guerre en Ukraine, on voit ce que représente la Russie aujourd'hui. Alors, comment comprendre que ce soit justement l'Afrique qui soit aussi ou alors autant convoitée? On n'inquiète pas les pays comme les Émirats arabes unis, on n'inquiète pas les autres pays, mais pourquoi c'est sur l'Afrique justement qu'il y a autant de convoitises? Je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais qui est grave. Allez-y. Peut-être que l'Afrique est l'objet de cette attention très bizarre. Parce que peut-être qu'un jour, on vous sortira quelque chose qui du genre État du Cameroun. Certaines personnes ont la propriété intellectuelle dessus. On l'a fait avec le franc CFA. Il faut faire attention. Et donc, du coup, ça peut expliquer pourquoi, alors que nous aurions dû avoir 33 000 milliards de dollars, oui. On n'a même pas vu la couleur. On n'en a pas vu la couleur. Peut-être que les gens sont dans des choses dans lesquelles, quand nous exportons, on leur dit non. Vous avez exporté au nom du Cameroun, nous on a la propriété intellectuelle sur État du Cameroun. Et donc on prélève. En réalité, nous vous donnons ce que on veut bien vous donner parce qu'au fond, État du Cameroun, c'est nous. Personne n'aurait pu imaginer qu'on nous sortirait un jour que il y a une propriété intellectuelle sur le franc CFA. Pourquoi on ne s'attaque pas à ces gens-là? Parce qu'il y a des deals. En Afrique, il y a des deals qui ont été faits. On sait pour ce qui s'est passé, le recyclage des pétrodollars. C'est les affaires d'Ela, c'est lui qui maîtrise bien ces choses-là. À partir de 1973, voici le premier choc pétrolier. Il y a un deal entre les Saoudiens et les Américains. Nous vous assurons la protection militaire en contrepartie du recyclage de vos dollars, de vos pétrodollars dans notre économie. C'est exactement ce qui se fait avec tout ce qu'on appelle monarchie du Golfe aujourd'hui. C'est le même deal. Simplement. Mais vous me poserez la question, pourquoi il n'y a pas ce deal avec l'Afrique? Par exemple. Parce que vous n'existez pas. Parce que je vous le dis encore. Parce que vous êtes la propriété des... Je vous le dis encore. Un jour, peut-être, Madame Siquet,
vous en serez surpris. Enfin, surprise. Peut-être qu'il existe quelque chose qui dit que tous nos États là, quand on dit l'État du Gabon, l'État du Cameroun, je prends les pays pour de pétrole, hein, l'État du Gabon, l'État du Cameroun, l'État du Congo et tout ça, peut-être que des gens ont la propriété intellectuelle dessus. Et donc, chaque fois que nous vendons, en réalité, ce sont ces gens-là qui vendent. Et la conséquence est qu'ils nous donnent ce qu'ils veulent. Il faut que nous... Ce n'est pas peut-être. Vous êtes certain que ça existe? Ce n'est pas peut-être. Non, mais j'ai fait un déroulé tout à l'heure. Mais ce n'est pas... Il est pour... Enfin, il le dit, c'est une façon de parler. Mais c'est quoi le néocolonialisme qu'on dénonce depuis le... C'est ça le néocolonialisme. C'est ça le néocolonialisme. Donc c'est pas peut-être. Ces gens ont la même mise sur nos ressources. C'est pour ça... C'est pour ça d'ailleurs que... Parce qu'il y a des indices qui vont dans le sens de ce que Yam Timba explique. Il y a des indices. Quand vous voyez un monsieur Macron qui devient fou et les cheveux, au point où ses cheveux se dressent sur sa tête, parce que le Mali est en train de lui échapper économiquement. Mais est-ce que vous avez mal quand quelque chose, quand vous ne pensez pas que quelque chose qui vous échappe n'était pas vous? Vous avez mal? Vous n'avez pas mal? Parce qu'ils estiment que c'est leur chasse gardée. Et justement, sur la base de tous ces contrats, il y a eu des contrats et des accords post-coloniaux et tout ça. Bon, quand vous prenez les États-Unis, je vais terminer cette petite parenthèse, quand vous prenez les États-Unis, avec la loi 73-11 là, où ils disent voter dernièrement là, en mars ou avril, en tout cas où ils disent qu'ils vont punir les États africains qui continuent de faire des transactions avec la Russie. Mais ils disent dans cette loi, mais c'est écrit noir sur blanc, que nous n'allons pas laisser la Russie empiéter sur nos ressources en Afrique. Ils parlent de leurs ressources. Mais ça tombe totalement sous le sens. Donc vraiment, c'était pour dire qu'avec des éléments, il y en a plein d'autres. Je ne voulais prendre que ces deux exemples. Ce sont leurs ressources, j'estime que justement, donc il faut réellement que nous gagnions notre souveraineté avant même de parler de contrat et de souveraineté. Je suis très content parce que lui, il a expliqué. il a dit très simplement une chose qui m'intrigue et dont j'ai fait état. Parce qu'en matière commerciale, si j'ai la propriété intellectuelle sur État du Cameroun, tout ce qui est vendu sous le label État du Cameroun m'appartient. Normalement, me revient. Ça peut expliquer pourquoi 33 000 milliards de dollars peuvent sortir de ce continent et nous avons un PIB de 6 700 milliards de dollars. Donc il y a un problème quelque part. Il y a quelqu'un, vous avez commencé par le pillage, il y a quelqu'un qui a perçu cet argent, il est où? La question, peut-être que vous aviez l'impression que votre sujet était un sujet qui allait de soi, mais c'est un sujet très grave. C'est probablement le sujet le plus grave que les Africains aient jamais traité. C'est que nous sommes dans une situation où, en fait, vous faites face à une incapacité totale de comprendre la raison pour laquelle des deals se sont faits ailleurs, sont connus, mais personne n'a essayé de faire un tel deal avec vous. Alors que vous exportez quand même 33% des matières premières. Pourquoi ça n'a jamais été tenté? Il doit y avoir quelque chose que vous ne connaissez pas. Et qui fait que ces gens ne sont pas obligés de vous dire. Non, ils ne sont pas obligés de faire un deal, de faire le même deal qu'ils ont fait, par exemple, les gens du Moyen-Orient, les monarchies du Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne se sentent pas obligés de le faire. Ils ne se sentent pas contraints. Et là vient de le dire, on ne fait pas de deal avec soi-même, puisque c'est votre propriété, vous ne faites pas de deal avec vous-même. À moins de faire des montages bizarres des financiers qui vous donnent le sentiment que débat a acheté et que économique a repris, alors que c'est le débat économique qui a en fait acheté sa chose. Mais ça, c'est les montages des financiers. Donc, en fait, nous sommes dans une situation terrible. Je vous disais qu'il y avait une deuxième chose. Oui, tout à fait. Mais c'était cette chose-là. Quelle est la raison pour laquelle le pétrole, qui est le carburant de l'économie au XXe siècle, a suscité un deal entre le Moyen-Orient et l'Occident, avec les États-Unis en tête,
Mais le même pétrole n'a suscité aucun deal avec l'Afrique. Autre chose. Le minéral le plus utilisé au monde, c'est le fer. En termes de quantité, c'est le fer. Vous voyez le nombre de pays africains qui ont du fer? Il y en a quelques-uns qui l'exploitent même déjà. Quelle est la raison pour laquelle des gens peuvent se permettre de tout contrôler jusqu'à la langue que vous parlez? C'est-à-dire, ils vont s'assurer que vous parlez leur langue, pas la vôtre. Mais comment se fait-il qu'ils ne contrôlent pas? Ils font rien d'évident, de visible, de clairement, de contractuellement consultable pour protéger le fer qui est le minéral le plus utilisé au monde. Parce que vous embrouillez avec le coltan, tout ça. Laissez ça. Laissez ça. Quand vous prenez votre téléphone, ce qui pèse le plus là-dedans, ce n'est pas le coltan. Et ce n'est pas forcément ce qui bloquerait le dopement de votre téléphone. C'est le fer. Tout ce qui est métallurgique, fer, aluminium, etc. Ça, c'est le groupe de métaux, de minerais les plus importants en termes de volume, en termes de quantité dans le monde. Pourquoi il n'y a aucun deal? Oh, l'essentiel vient d'Afrique. Pourquoi il n'y a aucun deal? Pourquoi ce n'est pas protégé? En fait, il y a quelque chose qui se passe et cette chose-là, il faut qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Et ce dont il s'agit, c'est clairement que la question des contrats miniers en Afrique, il n'y a pas de contrat en Afrique, on ne fait pas de contrat avec soi-même. Ça veut dire que les accords post-coloniaux ont beaucoup plus de choses que les 11 points dont on parle. Et ces accords post-coloniaux, il est important que les Africains cherchent à les avoir en intégralité. Je vous rappelle qu'il n'y a pas un seul pays africain qui a le document de création du franc CFA. Il n'y en a pas. Si un seul pays africain en a, qu'il vous le montre. Il n'y en a pas. Il n'y a que les Français qui l'ont. Donc, comme ça s'appelle d'ailleurs accord secret, on comprend vraiment que ça doit être secret. Parce qu'il est incompréhensible que tous les chefs d'État, particulièrement ceux des pays dans lesquels on utilise le franc CFA, on parle le français, chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, de façon assez curieuse, ces types-là, ils changent. Est-ce qu'il y a un monstre là-bas qui leur fait peur? C'est un dragon qui est dans les pays qui leur fait peur? C'est quand même des types sérieux, des types... Quand il s'agit de faire preuve de violence, ils savent ce que c'est. Qu'est-ce qui change ces gens à ce point-là? Est-ce qu'il y a un accord particulier qui fait que ces gens-là se rendent compte qu'il n'y a rien à faire? Dans ce cas, la question de la création des États africains, sur lesquels certains devraient avoir des titres de prétention de propriété intellectuelle, doit être réglée. Les Africains doivent créer leur État. Je prends votre propre État, le Cameroun. Les Camerounais ne se sont jamais assis pour créer leur État. Jamais. C'est un conseil des ministres français qui crée l'État sous tutelle du Cameroun, l'État du Cameroun. Et en 1958, par un décret, décide de nous faire rentrer donc dans l'autonomie. Et en 60, nous accorde l'indépendance. Nous ne sommes jamais assis pour créer l'État du Cameroun. Donc l'État du Cameroun, donc qui serait notre propriété en tant que Camerounais, n'existe pas. Vous comprenez donc très bien que il y a une grande différence entre l'Arabie Saoudite, créée par les Saouds, avec un acte de création de ce royaume par les Saouds, Ibn Saoud, et un pays comme le Cameroun, qui n'a pas un tel acte. Et vous comprenez encore une fois que si vous grattez bien, vous commencez à vous demander si je gratte bien, peut-être que c'est le cas pour tous les pays africains. Parce qu'il ne me revient pas, en tout cas là où on parle le français, utilise le franc CFA, qu'un jour les gens se sont assis pour créer un État. Or, l'État américain, au moins celui-là, puisque on l'a tellement étudié, on sait dans quelles conditions a été étudié, c'est les Américains qui se sont assis et l'ont créé. Nous savons que l'État français moderne, on sait comment ça a été créé, au moment de la Révolution. Des gens se sont assis et l'ont créé. Comment ça s'est passé chez nous? Les gens qui ont créé nos États, c'est les Houphouët-Boigny, des gens comme ça. Donc, madame, la question des ressources est une question subsidiaire, accessoire. Parce que dans tout le discours
que tiennent mes copanélistes, Dr Ndouma est là. Ce qui revient et qu'il s'agit de retenir, c'est que si nous avions notre souveraineté, la question des ressources, de la capacité d'investissement ne nous manquerait pas. Parce qu'on investit comment? On a enseigné pendant de longues années, depuis toujours dans nos universités, à nos étudiants au Cameroun, que vous devez épargner, et c'est de l'épargne que vous arrivez à l'investissement. Parce que c'est quand vous avez épargné que vous investissez. C'est une complète ineptie. Sur le plan scientifique, ça ne veut rien dire du tout, et ni sur le plan même de la pratique de la finance, ça ne veut rien dire du tout. Pourquoi ça ne veut rien dire du tout? Parce que Jean Premier l'a dit dans Monnaie Servitude, il a démontré dans Monnaie Servitude Liberté. La monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'un milliard, j'écris que vous avez besoin d'un milliard, bien vide. C'est une écriture que je passe. Vous allez créer votre télé ou vous allez créer votre entreprise de vêtements ou vous allez faire votre mine. Vous remplissez le bien. Votre travail. Vous me remboursez. Bien sûr. Le milliard que je n'avais pas. Moi, le banquier, moi, je n'ai pas un milliard. Mais j'ai écrit que vous avez un milliard parce que l'État m'a donné la possibilité de vous accorder un pouvoir libératoire. Et lorsque vous avez fini de me rembourser mon milliard, avec les intérêts qui sont arrêtés, ce que j'ai gagné dans ce deal-là. C'est moi la perdante. Non, c'est vous qui avez rempli le bien. Et c'est ça, la monnaie. Donc, en réalité, l'investissement précède l'épargne. Ce n'est pas l'épargne qui précède l'investissement. Et vous voyez comment, or, dans toutes les universités européennes, c'est exactement le contraire de ce qu'on enseigne ici, occidental qu'on enseigne. Et tout ça est fait à dessein. Et pour entretenir un écosystème dans lequel vous ne comprenez rien du tout à comment on fait un développement, comment on structure le développement de votre pays avec les mines. Je vous ai pris l'exemple simplement de la mine de Kribi, la mine de fer. Imaginez un pays comme le Cameroun avec une dizaine de mines comme ça. Et il y a de la matière première dans chaque département de ce pays. Il y a une matière première dans chaque un minerai dans chaque département de ce pays. Donc en fait, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les Camerounais ne se sont jamais assis pour créer un État? La terre aurait-elle appartenu entièrement à cet État-là? Et pas du tout, au moins en partie, aux États historiques des Camerounais? Pourquoi n'êtes-vous pas sûr qu'il y aurait au niveau international, dans le cadre des accords secrets que le Cameroun aurait signés au moment de son indépendance putative, n'y aurait-il pas quelque chose de beaucoup plus secret que les fameux accords secrets qui dirait que tout ce que nous avons comme transaction au niveau international appartient à quelqu'un qui aurait la propriété intellectuelle de ce qu'on appelle État du Cameroun. Et donc, que ce soit en français ou en anglais, Cameroun, quelqu'un aurait certainement une propriété intellectuelle dessus. Et par conséquent, quand il s'agit de contrat minier, il n'y a pas de contrat minier. Il y a simplement, en réalité, une information sur le démarrage de l'exploitation d'une ressource minière particulière. Posez-vous ces questions et essayez de chercher. Vous êtes une journaliste d'investigation, vous trouverez. Merci à vous, Dr Yamb. On le fera justement pour creuser encore un peu plus. On comprend en tout cas que c'est une question assez essentielle. Paul est là pour peut-être aller dans le même sens que le Dr Yamb Timba. Ce qu'on remarque également, c'est que c'est un secteur qui ne semble pas particulièrement bouleversé justement par les différentes situations sécuritaires en Afrique, parce qu'on se demande pourquoi est-ce que c'est l'Afrique qui a autant convoité, mais c'est cette Afrique-là, non seulement qu'on présente comme un continent pauvre, mais c'est cette Afrique qu'on présente également comme ce continent-là qui n'est pas sécurisé. Beaucoup de conflits, de guerres, mais en même temps, on sait que les opérations, malgré cela, se poursuivent généralement, normalement, sur les sites d'exploitation. Alors, l'insécurité va de pair, en tout cas pour ce qui est de l'observation empirique des économies africaines. L'insécurité va de pair avec les richesses. Citez-moi un pays d'Afrique ou du monde qui soit pauvre et qui soit enclin à des guerres internes ou tribales qu'on aurait bien, ou terrorisme réel ou supposé. Donc, et oui, pendant ce temps,
le pillage à ciel ouvert de ces pays-là, en tout cas ces pays qui sont reconnus comme regorgeant de ressources minières incommensurables parfois, ces pays-là donc sont victimes de toutes sortes d'insécurités parce que c'est dans le chaos qu'on peut tirer ses marrons du feu. Et c'est quand on divise qu'on peut mieux régner. Et quel dicton qui irait dans ce sens, que sais-je encore. Mais en réalité, ça va de pair, malheureusement. Vous prenez la RDC, vous prenez le Katanga, vous prenez plus précisément encore la région du Kivu, que ce soit le nord ou le sud, et vous vous rendez compte que c'est un concentré de toutes les misères d'abord et de tous les malheurs possibles en termes humains. Oui. Catastrophes écologiques, des femmes enceintes qui sont en permanence violées, violentées, des enfants qui sont tués, des enfants qui travaillent dans des mines, qui sont surexploités, les maladies. C'est vraiment un concentré de tout ce qu'on peut retrouver comme florès de malheur dans cette zone-là. Pourtant, c'est l'une des régions, le Kivu, en RDC, les plus riches de toute la planète. Uranium, coltan, cuivre, cobalt, tout ce que vous voulez. On vous dit même encore que, et ça c'est factuel, le Congo, RDC donc, est l'un des 10 plus gros pays producteurs de pétrole, mais un potentiel qui pourrait, en termes de ressources d'hydrocarbures, précisément du pétrole, qui pourrait le mettre à la 2e place en termes de producteurs de pétrole en Afrique. Donc, vous vous demandez pourquoi, et j'ai dit dans la première prise de parole, que c'est un pays qui avait été déclaré officiellement comme étant la chasse gardée du roi Léopold II de Belgique à l'époque. Donc, vous vous rendez bien compte que partout où il y a de l'insécurité, c'est pour des raisons évidente, c'est qu'il y a à pied de ce côté-là. Vous voulez qu'on parle de Centrafrique, du Centrafrique, le Centrafrique qui aujourd'hui, les institutions super méga intelligentes, qui savent tout et qui ont la science infuse et qui nous disent qui est bon, qui est mauvais, qui est riche, qui est pauvre, ces institutions occidentales nous font état de ce que le Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est extraordinaire. Quand on sait que une grosse partie du diamant qui se retrouve dans les pays occidentaux proviennent notamment du Centrafrique. Et évidemment, vous aurez des rébellions aux frontières, vous aurez du terrorisme, vous aurez un peu de tout. Rappelez-vous que c'est quand on a commencé à découvrir un certain nombre de terres rares, et Yam Tibé mieux placé parce que j'irai plaquer la fallusion à cela, au Cameroun, que dans certaines zones, notamment au nord-ouest, sud-ouest et extrême nord, que subitement on a eu d'un côté Boko Haram, de notre côté crise anglophone et tout ça. Donc en réalité, on peut mettre de l'insécurité sur des faits de société existants, c'est-à-dire que je peux exploiter votre mécontentement pour en réalité faire prévaloir un phénomène que je veux mettre en avant. Donc oui, dans le nord-ouest, il y a bien eu des revendications légitimes, des gens qui estimaient qu'ils étaient marginalisés, ainsi de suite. Mais on peut utiliser ça pour justement établir un no man's land dans cet espace-là et pour justement... Donc, j'ai presque envie de dire, partout où vous voyez qu'il y a des guerres, qu'il y a du terrorisme réel ou supposé, qu'il y a de l'insécurité, alors c'est un indicateur clair qu'il y a des richesses incommensurables dans cette zone. Donc, et ça encore, ce n'est pas quelque chose qu'on voit seulement aujourd'hui. Je veux dire, c'est une réalité qui a cours depuis des décennies aujourd'hui et qui fait les affaires des multinationales occidentales parce que précisément, quand vous prenez par exemple le Kivu, pour revenir sur cette zone qui est particulièrement préoccupante en termes de situation, vous vous rendez compte que il y a des zones là-bas où vous n'avez pas, vous Congolais, même si vous êtes une autorité, vous devez montrer patte blanche. C'est-à-dire que c'est quasiment, ce sont des multinationales qui sont installées là, mais ce sont quasiment des micro-États qui sont en RDC parce que justement,
ces multinationales exploitent les biens et les ressources de RDC, mais qui ont créé un pays dans un pays. Vous avez les Chinois, vous avez les Occidentaux, vous avez les Australiens, vous avez tous ces gens-là. Mais je vous assure, les espaces gigantesques où sont établis leurs multinationales, au-delà des sites d'exploitation, sont des micro-États au sein d'un État supposé indépendant, mais je dis même des autorités locales, pour y arriver, doivent demander l'autorisation et ne peuvent pas s'y rendre n'importe comment. Donnez-moi un seul pays au monde, en dehors de l'Afrique, où vous voyez de telles inepties. Bon, vous savez quand même qu'en Afrique du Sud, il y a des espaces uniquement réservés aux Blancs. Aux Blancs, oui. Et qui ont leur hymne, qui ont leur loi, qui ont leur règlement, et les Noirs n'y ont pas accès. Ça se passe quand même sur un territoire d'Afrique qui a été volé par des prédateurs occidentaux qui se sont établis là et qui jusqu'à aujourd'hui, soi-disant, on nous a dit c'est maintenant bon, c'est terminé l'apartheid, mais qui, au vu au-dessus de tous, là on ne voit plus l'ONU, on ne voit plus les laudateurs et ceux qui se présentent comme les dépositaires des droits humains, crier au scandale. Mais je vous dis, en Afrique du Sud, vous avez des enclos, j'oublie le nom, mais on peut retrouver ça. Orania, merci. C'est tout un pays, dans un pays, les gars, ils ont leur loi, ils disent non, on ne veut pas de noirs. On est en Afrique, personne ne bouge, personne ne parle. On a une Union africaine, ils ne sont pas au courant. Mais quand il fallait injecter les Africains avec les pseudo-vaccins du Covid, ils ont dit non, c'est pour votre bien, parce qu'ils avaient reçu des injonctions d'ailleurs. Mais quand vous regardez tout ça, est-ce que vous pouvez encore parler de contrat minier? Quand on parle de contrat, Madame Siké, un contrat est d'abord synalagmatique. J'ai des droits et des devoirs, vous avez des droits et des devoirs, et on s'assied autour du table, c'est d'égal à égal qu'on signe le contrat. Exactement. Mais comment pouvons-nous parler de contrat minier quand les populations qui devraient être les principales bénéficiaires de toutes les retombées de ce contrat, rien ne change à leur vie? Dites-moi, depuis qu'on signe des contrats de fer, de coltan, de cobalt, de cuivre, d'uranium, est-ce que quelque chose a changé dans votre vie là? Est-ce que quelque chose a changé dans la vie de la ménagère qui monte, qui descend depuis des décennies? Sa situation est la même. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat minier, il y a des bisbilles entre petits copains, et que ceux qui sont supposés représenter les pays africains dans ces supposés contrats miniers, en réalité sont dans le camp adverse des prédateurs et font juste office de nos, non pas dirigeants, mais de ceux qui sont présentés comme tels, mais qui en réalité n'ont aucun intérêt à servir leur peuple. Et c'est ça la problématique. C'est donc ça la problématique. Alors on fait le tour de table pour peut-être donner, c'est vrai qu'on a quand même essayé de donner de faire quelques propositions, mais on y revient justement pour le tour de table. C'est aussi l'interrogation, hein, les préoccupations des téléspectateurs qui nous suivent. Comment faire justement pour exploiter? Que faut-il faire pour que l'Afrique puisse finalement bénéficier de ces ressources minières ou encore tout simplement peut-être naturelles? On a cité un pays comme le Mali aujourd'hui qui semble voilà, se détacher d'un certain nombre de contraintes et qui semble aller dans le bon sens. Docteur Ndouma, alors est-ce qu'il est possible aujourd'hui, au regard de tout ce qui a été avancé ce soir pour les pays africains, c'est vrai on a parlé d'un État unité, il faut une certaine unité, mais présentement, est-ce que les États africains peuvent s'organiser pour justement pouvoir bénéficier de leurs propres ressources minières? Oui. Comment? En faisant quoi? Ils peuvent. Je m'appuie sur une étude qui a été réalisée par un certain cabinet Massar, qui a rappelé les 30 glorieuses. Il y a eu les 30 glorieuses européennes. Ensuite, il y a eu les 30 glorieuses asiatiques, mais plus précisément chinoises. Et là, nous sommes en plein dans la période prévue pour les 30 glorieuses de l'Afrique, 2020-2050. D'accord. Ce sont quand même des analystes d'une certaine poigne
Et ce ne sont pas forcément les Africains qui ont travaillé sur ces études-là. Donc les chefs d'État qui ne réalisent pas que c'est véritablement le temps de l'Afrique sont invités à pouvoir vraiment poser des actes forts. Madame Siké, nous parlons des ressources. Qu'est-ce qui peut empêcher que nous puissions transformer, par exemple, le bois? Est-ce que la transformation du bois est aussi compliquée que, par exemple, transformer l'or, le diamant et le coltan et tout ça? J'aime bien prendre l'exemple du cure-dent, comme on a l'habitude de le dire ici sur le plateau. Voilà. Oui. Donc, nous vivons tous les jours avec aberration comment il y a un bal de grumiers avec des grumes qui sont exportés vraiment en l'état avec tout ce que ça cause comme douleur et malheur et souffrance aux populations riveraines. Il n'y a même pas de route. Il n'y a aucun respect pour personne par rapport à ces entreprises qui exploitent ce bois-là. Si on décide seulement de transformer le bois, même seulement jusqu'à la 2e transformation, parce que ça peut aller jusqu'à la 4e transformation. Et quand vous imaginez quelle consommation en meubles un pays comme le Cameroun peut avoir, ne serait-ce que l'administration publique. Mais pour commencer à avoir une économie inclusive, il y a des actes concrets qu'il faut poser. Ça veut dire que, d'une part, nous avons besoin des leaders de nos États qui doivent prendre poser des actes forts. Lorsque je prends les grumes, je peux prendre également le cas des sites qu'on nous présente souvent, là où on exploite, là où on extrait l'or. Ok, on voit comment les gens sont misérables. Vous voyez les vagues de poussière. Vous voyez, vous vous demandez si c'est une entreprise. Et il y a des gens là-bas qui creusent, qui dans des conditions exécrables. Oui. Alors, est-ce qu'il peut avoir contrat et avoir des situations comme celle-là qui pilulent, qui sont là tous les jours et les décideurs sont au courant? Non, il n'y a pas de contrat. Non seulement il n'y a pas de contrat, mais ce qui se passe est entretenu d'une opacité déconcertante. C'est-à-dire que vous ne savez même pas, il a parlé de 33 milliards, on ne sait même pas où va cet argent-là. Et les gens croupissent dans la misère. Donc, c'est toute une mafia qui est mise en place. Et je me réjouis que vous ayez signalé que vous allez continuer les recherches pour qu'on ait des thèmes éventuellement qui vont permettre de creuser et d'éclairer la lanterne des Africains qui nous suivent. Parce qu'il faut qu'on sache pourquoi est-ce que c'est comme ça. Il faut qu'on sache là où le bas blesse. Il y a un espoir. L'espoir, c'est que, premièrement, il faut que nos chefs d'État sachent que le temps est révolu où quelqu'un pouvait rester à Paris et dire « enlevez-moi tel ». Et ça arrivait. Ce temps-là est révolu. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et le monde n'est plus unipolarisé. Le monde est en train de se multipolariser. Il n'est même pas en train de se bipolariser, multipolariser. Et c'est pour ça que l'Afrique devrait prendre une position et représenter un pôle important. Parce que l'Afrique peut renforcer un autre pôle, qui peut être le pôle porté par la Russie, la Chine, etc. Donc, mais si l'Afrique ne se rend pas compte de ce qu'elle peut avoir une voix qui peut mener à un droit de veto, mais c'est qu'elle va toujours rester à la traîne et même les autres puissances vont chercher à l'exploiter. Donc il faut que ce soit un partenariat qui fasse en sorte que les autres comprennent que l'Afrique a compris qu'elle a son mot à dire. Nous devons penser pour l'Afrique et mettre en œuvre ce que nous avons pensé pour l'Afrique. Fini le temps où les autres pensaient pour nous et venaient implémenter. Et ça va jusqu'au niveau de l'éducation, de la santé, de l'alimentation, etc. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Et vous savez bien, pour vous détruire, on peut passer par l'alimentation. On va vous détruire. Nous, on laisse passer tout ici. Pour vous détruire, on peut passer par les médicaments. Là, alors, c'est pire, etc. Donc, nous devons faire attention. Nous devons, en réalité, c'est le Made in Africa
qui doit faire en sorte que nous soyons suffisamment sécurisés. Le Mali, c'est un exemple. C'est un exemple qui montre que chaque pays africain peut poser des actes que le Mali est en train de poser. On peut dire à la France, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que ce n'est pas la France ici. Nous pouvons dire, vous avez attaqué notre sûreté, notre sécurité, dont nous allons nous plaindre auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. On attend que ce conseil-là programme une séance pour parler de cette question. Donc, le Mali, c'est un exemple, il faut qu'on suive l'exemple du Mali. Le Mali, c'est un exemple d'Ortayam Timba. Alors, finalement, comment faire par ces États africains-là pour éviter, pourquoi pas, ou contourner ces différents pillages des ressources naturelles? Faites bien, madame. Évidemment, on ne va pas arrêter la vie. Tout à fait. Il faut vivre. Il faut vivre, et pendant que nous mettons en place ce qu'il faut mettre, j'en parle depuis quelque temps, il nous faut 10 000 élus panafricanistes qui vont donc reprendre qui vont enfin soit créer des États africains, soit créer des blocs sous-régionaux qui vont donc être de grands États, de vastes États qui auront la capacité une capacité de négociation extrêmement forte. Par exemple, la CEAC, les États-Unis d'Afrique centrale, ou l'État d'Afrique centrale, l'État d'Afrique de l'Ouest, etc. Et dans le cas de l'Afrique centrale, ce serait 350 millions d'habitants sur 7 millions de kilomètres carrés. Vous ne parlez pas à ces gens-là n'importe comment, comme vous parlez au Gabon ou au Cameroun, qui sont tout petits. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire, madame. En fait, le problème, c'est que vous avez le sentiment que la culture politique qui a donné naissance finalement à une certaine culture économique, sociale et puis universitaire a bloqué complètement la capacité de nos leaders, de nos dirigeants à, comment dire, à utiliser pourtant une capacité que nous connaissons très bien. Nos musiques traditionnelles sont des musiques strictement codifiées, mais qui sont originales en ce qu'elles vous laissent une capacité d'improvisation. Il y a toujours une petite capacité d'improvisation dans un cadre extrêmement strict. Et donc, dans ce cadre qui est extrêmement strict que nous avons évoqué depuis le début, nous pouvons quand même élaborer un plan de développement minier. Et nos ministres en charge des mines et du développement industriel doivent commencer par le début. D'abord, savoir quels sont les minerais que nous avons. Identifier tous les besoins que nous avons et dont la satisfaction passe par les mines. Je veux dire que si vous avez besoin de façon stricte, vous avez besoin de manger, vous n'avez peut-être pas ce qu'il vous faut là prioritairement, c'est qu'on fasse de l'agriculture. Mais peut-être que comme il faut pour que vous mangez, il vous faut une cuillère, alors on va identifier ça comme un besoin prioritaire. On va dire besoin prioritaire, il faut des cuillères. On va dire par exemple que peut-être que les chaussures ont besoin d'un peu de fer, peut-être. Donc on va identifier ces besoins qui nous poussent à avoir certains minerais pour les satisfaire. Et ensuite, l'Afrique n'est pas, nous ne sommes pas une météorite qui tombe là et qui n'a aucune histoire. Et même encore que les météorites ont une longue histoire, milliards d'années. Donc dès qu'on a ça, on va identifier toutes nos techniques traditionnelles. C'est le travail que nos ministres devraient faire. On ne sait pas très bien quels sont leurs cahiers de charges. Vous identifiez tout ça. Parce que, prenez par les métiers de la défense de notre pays. Mais vous avez besoin d'armes, ne serait-ce que des armes de poing pour le maintien de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'un pays comme le Cameroun a besoin d'importer des armes alors que dans les funérailles, dans tous nos villages, il y a des armes artisanales? Pourquoi on importe ça? Donc vous allez identifier toutes les techniques traditionnelles de transformation des minerais. D'abord, ces gens-là font comment pour savoir qu'il y a un minerai quelque part? C'est ça. Technique de recherche, technique donc d'exploitation, comment ils font pour sortir ces minerais de terre, technique de transformation, comment ils font pour couler tout ça et pour avoir du fer. Je vous rappelle que je viens quand même d'une zone où on a aujourd'hui des artefacts qui montrent que 6000 ans, il y a 6000 ans, on faisait du fer. Mais comment ces gens savaient faire cette affaire il y a 6000 ans? Et vous allez me dire qu'on ne sait même pas par où commencer.
Donc, allez identifier leur technique. C'est exactement comme cette affaire où on est obligé d'importer du whisky, mais on dit aux gens qui fabriquent de l'odontol, qui est le seul alcool pur qu'on a dans ce pays, on va les réprimer. Non, allez identifier leur technique. Dès que vous avez identifié toutes ces techniques-là, vous créez donc des programmes universitaires. C'est pour ça que les universités existent. Les universités n'existent pas pour que les gens viennent s'asseoir, exhiber les diplômes ou les titres. La plupart de ces gens s'en foutent de leur titre, ça leur sert bien. D'abord, ils ont l'impression qu'ils sont tellement idiots, qu'il y a très peu de choses qu'ils connaissent, et ils sont des gens qui sont tout le temps en train de chercher à savoir 2 ou 3 choses. Donc, donnez-leur l'opportunité de s'exercer, c'est tout ce qu'ils demandent. Et donc, vous mettez tout ça dans les programmes universitaires, 2 ans après leur licence, des gars qui veulent faire le master, ben, vous mettez des groupes de 10 ou de 30, avec les enseignants qui les encadrent. Et ces gens-là vont donc prendre ces techniques traditionnelles et les adapter et faire les interpolations qui permettent d'avoir de gros systèmes. Je vous rappelle, parce que les gens ont l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours où ils vont acheter toutes les technologies. C'est faux. Pour que les Chinois lancent leur Tiangong là, Tiangong c'est leur fusée là, ils ont dû inventer au moins 90% des technologies. Ça leur a coûté beaucoup plus cher, mais aujourd'hui, ça leur a mis à la pointe de l'industrie spatiale. Tout à fait. Parce que personne ne vous vendra ça, personne ne vous donnera ça. Vous êtes au Cameroun, n'est-ce pas? Essayez d'acheter une moissonneuse, batteuse et vous venez me dire si on vous l'a vendue. Donc, il faut faire ça et nos étudiants vont donc faire le travail de recherche et les chercheurs vont faire le travail de recherche qu'il faut. Nous ne sommes pas pressés. Il s'agit de développer notre pays, il ne s'agit pas de gagner une course de 100 mètres. Et donc, dès que vous avez fait ça, vous dites que l'État, parce que j'entends souvent des choses assez curieuses dans nos pays en Afrique, particulièrement là où on utilise le franc CFA et on parle le français, disant que non, vraiment l'État doit se désengager. Non, c'est l'État qui est l'investisseur premier dans un pays. C'est l'État qui est le premier investisseur. Donc, nous devons faire, nos États doivent faire des investissements lourds. Enfin, les États que nous, les panafricanistes, nous aurons créés enfin, vont donc faire des investissements lourds dans ce secteur, parce que sur le plan économique, ça s'appelle les secteurs d'accumulation primitive, et c'est les secteurs, si vous voulez, de base, des industries de base. Et dès qu'on fait ces industries lourdes, on peut donc mieux structurer les contrats miniers, où les gens ne viendront pas vous dire, on a signé un contrat de 50 ans, et puis on ne sait pas très bien. Non, tous les contrats ont d'abord un bonus d'entrée, et ce bonus d'entrée permet de développer le truc. Comme la terre sera revenue aux états historiques, tout à fait. À ce moment-là, vous voyez que les contrats miniers deviennent, dans notre vous utilisez ça comme un outil géopolitique pour capter les meilleurs investissements, mais également pour que vous-même, vous contribuiez au niveau international à une prospérité partagée. Parce que nous devons toujours garder en tête que si les autres viennent avec leurs investissements et avec leurs technologies, ça leur a coûté quelque chose, donc nous devons partager avec eux. D'accord. Merci à vous, Dr Yam Timba. Avant de passer peut-être pour sortir avec le mot de l'écho, pour les là, peut-être votre avis aussi, hein, quelques propositions. Alors, mon avis, c'est reprenons sur nous la main. Reprenons la main sur nos activités économiques, soyons souverains. Tout passe par la souveraineté. C'est-à-dire que vous allez voir tous les problèmes de l'Afrique qu'on va évoquer, c'est un problème de souveraineté. Problème de sécurité, problème d'alimentation, problème d'emploi, problème de... tous les problèmes de société. Vraiment, les problèmes d'eau, les problèmes de coupure de courant, encore coupure de courant. Vraiment, tout ça tourne autour de la souveraineté. Parce que quand vous n'avez pas la même mise sur votre économie, parce que vos contrats ne dépendent pas de vous, vous, je parle du peuple, des peuples africains, mais que vos contrats, en réalité, servent prioritairement les intérêts des prédateurs impérialistes qui sont en bisbille et ami avec ceux qui vous servent de dirigeants, vous n'avez rien à attendre en réalité. Donc, la souveraineté résout, enfin, est la base de tout. C'est-à-dire que sans souveraineté, il n'y a que les problèmes, tout ce qu'on déplore là. Et si on essaye, malgré cette absence de souveraineté, de régler des problèmes, ben, en réalité, ce sera des mesurettes qui vont toujours faire face à un plafond de verre parce que, justement, on est contenu dans un espace et dans un cadre défini par d'autres. Je prends souvent l'exemple, j'étais sur
dans une autre sortie médiatique comme ça, on m'a posé la question de savoir, mais oui, vous dites la souveraineté, le franc CFA et tout le reste, et que c'est ça la source de tous nos malheurs, c'est-à-dire l'absence de souveraineté. Et j'aurais terminé quand j'aurais pris cet exemple. C'est pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Et la personne me dit, mais il faut déjà que nos dirigeants ne volent plus, il faut déjà qu'ils ne détournent plus, ainsi de suite. Je leur ai dit, les problèmes se résolvent ou se présentent par palier. Évidemment que c'est un problème quand le peu déjà que vous avez en termes de petite marge de manœuvre ne vous échappe encore et est détourné, mais ça ne va pas résoudre le problème de façon fondamentale parce que les problèmes doivent être résolus et traités à la racine. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est, imaginez-vous que vous soyez dans une maison, d'accord, et la maison a plusieurs chambres, mais la toiture est percée, et donc à chaque fois qu'il pleut, l'eau coule partout. Alors, vous avez deux possibilités. La première, c'est de dire, à chaque fois qu'il va pleuvoir, je vais aller mettre des seaux pour que ça évite d'inonder la maison. Donc, vous videz les seaux qui sont pleins, vous les replacez. Vous êtes en train de traiter un problème, non? Mais il va continuer de pleuvoir dans la maison. Mais vous avez une autre solution, c'est celle de changer la toiture. Si vous changez la toiture, vous n'avez plus à régler les problèmes de seaux que vous mettez partout dans la maison, dans les pièces. Vous comprenez ça? En clair, c'est ça, le toit, là, la toiture, là, c'est ça la souveraineté, qui règle définitivement les problèmes d'étanchéité de la maison, plutôt que de rester sur des problèmes de seau. Non, c'est parce que tu as un petit seau, non, il faut acheter un nouveau seau plus gros. Non, c'est parce que tu n'as pas mis le seau. On va tourner en rond, on va penser qu'on résout des problèmes, alors qu'en réalité, on tourne en rond. Voilà pourquoi la souveraineté est indispensable et tous les problèmes d'un pays ou d'une nation, d'un continent, qui ne jouit pas de sa souveraineté sont tributaires justement de ce déficit d'autonomie et d'autodétermination. Merci à vous, Paul-Ella. Alors, on a encore 5 minutes pour le mot, bien sûr, de l'écho avant de sortir de cette émission. Prenons tout de suite la transition. Eh bien voilà, le mot de l'écho ce soir, une fois de plus avec vous, Paul-Ella, on parle d'action et obligation. Qu'est-ce que cela, à quoi est-ce que cela, ces mots renvoient? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a une différence effectivement, Manuela. Action, obligation, on entend souvent ça. J'ai pris des actions ici, j'ai acheté des obligations. Alors, les actions, ce sont des titres de propriété. Tandis que les obligations, ce sont des titres de créance. Alors, concrètement, une action, par exemple, que vous prenez dans un capital ou dans une entreprise, est une fraction de capital. Donc, pour faire simple, pour créer mon entreprise, ou vous, prenons votre cas, parce que c'est tout ce que je vous souhaite, une entreprise prospère, vous créez une entreprise de vêtements. Et vous dites, mon capital social, c'est, je dis n'importe quoi, 10 millions, 50 millions. Voilà. Il est plus optimiste, il vous souhaite bien des choses. Alors, vous dites, mon capital, c'est 50 millions. D'accord? Et vous devez diversifier le risque en finance. C'est un proverbe de la finance, de prédilection de la finance, qui dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Même si vous avez les 50 millions, il n'est pas prudent, Manuela, et c'est déjà justement un cours que je vous fais, mais je vais vous envoyer la facture. C'est déjà de la consultation. Vous ne devez pas mettre tous les 50 millions, même si vous les avez en banque. Parce que vous ne partagez pas le risque. Prendre le risque toute seule, ce n'est pas idéal et ce n'est pas une bonne gestion du risque. Donc, vous allez appeler Yamtimba qui va mettre 10 millions. Vous allez appeler Jean-René Ndouma qui va mettre 15, ainsi de suite. Vous m'appelez, je mettrai un peu plus parce que j'ai un peu plus, voilà. Je mettrai 20 parce que... alors j'en mettrai 17, j'en mettrai 3. Donc, c'est pour montrer quand même que je suis un peu plus attentionné que les deux autres. Bon, ça se savait déjà. Voilà, donc, vous avez donc ça, et vous allez ouvrir le capital, Manuela. Vous allez ouvrir le capital, et chacun de nous va mettre quelque chose. Ce que chacun de nous va mettre va correspondre à une fraction du capital global de 50 millions. D'accord? Peut-être, pour Yam Timba, ça sera 15% du capital, Jean-René Ndouma, peut-être 20%, ainsi de suite. Et ce pourcentage-là, ces 15 millions que Yam Timba aura mis, va correspondre à un pourcentage du capital qui lui-même va être défini en
fractions qui s'appellent des actions. On va donc dire qu'une action vaut peut-être 10 000 ou 20 000 ou 50 000. Donc une action, c'est une participation au capital d'une entreprise qui est représentée par une fraction de ce capital-là qui s'appelle donc une action. Et plus on a d'actions, plus on a de parts dans le capital qui se présente généralement en termes de pourcentage. Donc une action, c'est un titre de propriété qui fait que j'ai mon mot à dire dans l'entreprise, en fonction de la nature des actions. Il y a plusieurs types d'actions, mais pour faire simple, mais je suis copropriétaire de cette entreprise quand j'ai pris des actions. Et ces actions sont donc rémunérées au gré des résultats de l'entreprise. Quand l'entreprise fait des bénéfices, vous avez vos dividendes. Quand l'entreprise ne fait pas de bénéfices, ben, vous n'avez pas de dividendes parce que vous êtes partie prenante. Donc, vous partagez le risque de l'entreprise et également les avantages de l'entreprise. Par contre, l'obligation, c'est un titre de dette. Ça veut dire que j'achète une obligation. Ça peut toujours être les entreprises, hein, comme ça peut être des obligations d'État, comme on a vu nos États faire, le Cameroun notamment, lancer des emprunts obligataires. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir des obligations aussi au niveau de l'entreprise. Mais pour regarder le même schéma, vous êtes la même entreprise. Plutôt que de nous vendre des actions qui nous font être partie prenante de la gestion, enfin de l'entreprise et donc copropriétaire, vous pouvez décider de nous vendre des obligations. La différence, c'est quoi? C'est que l'obligation, sur la base d'un contrat, est rémunérée par ce qu'on appelle des coupons d'intérêt, et ne dépend pas de la santé financière de l'entreprise. Ça veut dire que votre entreprise fasse des bénéfices ou des pertes, j'aurai à échéance, à maturité, j'aurai ma rémunération d'obligation. C'est pour ça qu'on dit que l'obligation est un titre de créance, parce que je ne suis pas partie prenante et copropriétaire de l'entreprise. Quoi qu'il arrive, je dois être rémunéré, donc je suis à l'extérieur, tandis que l'action est un titre de propriété parce que je suis partie prenante de l'entreprise. Donc l'action est plus risquée que l'obligation. Disons, bon, c'est discutable. C'est discutable parce que, bon, alors, l'action est risquée, effectivement. L'action est risquée parce que je ne sais pas quel est le devenir de l'entreprise. Mais elle a cet avantage, et c'est vrai, effectivement, c'est plus risqué. Mais elle a cet avantage, parce que j'avais déjà la tête dans les avantages. Elle a cet avantage parce que quand l'entreprise va bien, je peux aller largement au-delà de la rémunération d'une obligation. Alors que la rémunération d'obligation est figée. Ça veut dire que l'entreprise fasse des centaines de milliards de chiffres d'affaires, j'ai ma rémunération qui est la même. Donc, et en réalité, et ça c'est les marchés financiers, c'est la finance, plus vous prenez du risque, plus vous êtes susceptible d'engranger des ressources et des bénéfices, mais l'inverse est aussi vrai quand justement ça tourne kazakh. Voilà, merci à vous, Paulela. C'était donc le mot de l'écho, action et obligation. Merci beaucoup. Merci également à vous, Dr Yamtimba, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Dr Ndoma également, d'avoir été avec nous dans le cadre de ce débat économique. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On n'a pas dit merci. C'est la chance, bien sûr. Vous avez quand même investi. Vous avez quand même investi. Je suis particulièrement demandeur cette soirée. On investira certainement en Sangoku. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.